Tim Berners-Lee, le monsieur qui a inventé ce que c'est le web aujourd'hui, vers 1989-1990, ce qu'il voulait faire, c'est partager des documents avec ses collègues de travail. Et il a utilisé une technologie qui était disponible, qui sont les fameux liens hypertextes, les hyperliens. Donc, des liens vers des documents qui peuvent mener encore à d'autres documents et à d'autres documents. Et l'innovation dans ça, c'est la facilité. Le fait que ça devenait tout simple, je vois une page sur mon écran, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est souligné en bleu, pouf, je clique dessus, ça m'amène vers un autre document. Donc, ça, c'est ce que c'est en gros le web. Dans le fond, le web, c'est une énorme toile. Ça, c'est une représentation, une visualisation qui a été faite de ce qu'était le web, où, dans le fond, c'est des réseaux branchés à d'autres réseaux, qui sont branchés à d'autres réseaux, partout sur la planète, et essentiellement, tout s'interconnecte. Il y a des endroits, il y a des gens qui offrent des serveurs sur lesquels ils mettent des fichiers. Ces fichiers, ils les rendent accessibles. Donc, quelqu'un peut aller retrouver ce fichier-là, l'ouvrir, le lire, et éventuellement, ça peut l'amener à trouver d'autres informations sur un autre serveur qui va être ailleurs dans le monde. Je vous ferai peut-être la petite remarque, ceux qui s'intéressent peut-être à la neurologie, vous allez trouver que peut-être que ça ressemble un petit peu à un cerveau humain. Les synapses, là, toutes les choses qu'on voit quand on regarde une coupe microscopique d'un cerveau humain. Bien, dans le fond, c'est un petit peu le même genre de choses. C'est comme, dans le fond, toute l'intelligence de la planète qui se retrouve sur des liens qui sont accessibles. Donc, vous avez accès à tout ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus extraordinaire, comme le pire que vous ne pouvez pas imaginer. Et vous avez peut-être sûrement entendu dire, une des choses qu'on retrouve le plus sur Internet, c'est le sexe, des sites à connotation sexuelle. Bien, il faut comprendre que, tu sais, souvent, on dit, bon, je dis à mes étudiants, il y a 3 choses qui mènent le monde. Le pouvoir, le sexe, puis l'argent. Et souvent, ils sont interreliés les uns avec les autres, comme on peut le voir peut-être actuellement à RDI, à tous les jours, à la Commission Charbonneau. Donc, on retrouve ça aussi dans le monde numérique. On retrouve ça aussi dans le web. Mais il n'y a pas que ça. Éventuellement, le web s'accroît. Donc, ce cerveau-là, cette intelligence-là qu'on voit représentée ici, bien, elle augmente, elle croît sans cesse. Comme nous a dit tout à l'heure notre ami de chez Google, le web, c'est aussi 2 milliards, plus de 2 milliards de clients. Les derniers chiffres que j'ai vus, puis ça, c'est des chiffres qui datent du 31 décembre, donc qui ont presque un an maintenant, on serait rendu dans les 2,3, 2,4 milliards et plus de personnes, c'est-à-dire de clients potentiels. Ça représente à peu près le tiers de la planète. Ça représente aussi des ventes B2C. Alors là, on va commencer avec des petits termes, là, des acronymes. En informatique, on adore les acronymes. B2C, Business to Consumer. Une compagnie qui vend à des particuliers. La vente au détail. On retrouve aussi du B2B. C'est une expression que vous allez peut-être voir souvent si vous feuilletez des magazines sur le web. Le B2B, c'est Business to Business. C'est des compagnies qui vendent à d'autres compagnies. Dans mes cours, par exemple, quand on parle à l'université, quand on parle d'intégration de chaînes de valeur, d'intégration de chaînes logistiques d'entreprise, souvent on parle du B2B. Moi, je fabrique, par exemple, des pièces qui vont être utilisées dans des skidoo de bombardiers, ou de BPA, ça s'appelle maintenant? BRP. Pardon? BRP. BRP, merci beaucoup. Alors, moi, je vends à une entreprise. Je suis une PME et je vends à une autre entreprise. Ça, c'est du B2B. Mais le B2C, ce que notre ami de Google nous a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, mais ça, c'est la vente à des particuliers. Et ça représente donc 961 milliards, tout en dollars US, qu'aujourd'hui, dollars US, dollars canadiens, c'est pas mal tout pareil. Et en la fin 2013, c'est estimé à 1,25 milliard de dollars. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent qui se transige sur Internet.
Quand on pense à Internet, il faut penser aussi à une couple de petits termes, et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de quelques-uns de ces termes-là. On vous a d'ailleurs, pour ceux, je me suis permis de vous distribuer le petit vocabulaire qu'on a fait. Ceux qui n'en ont pas eu de copie, ils sont disponibles par la suite. Donc, quand on parle de web, on parle d'ordinateur, on parle de réseau informatique, et on doit donc entrer dans un certain nombre de termes plus techniques de réseautage, et entre autres, le fameux TCP/IP. TCP/IP, c'est ce qui permet au web de fonctionner. C'est un protocole de communication. Donc, c'est une façon d'encoder l'information pour qu'elle puisse circuler sur le fameux réseau. J'ai un schéma ici, là, ce que vous voyez, ce schéma-là, là, c'est les tout débuts du web, ça. L'Internet, au tout début, ça a commencé avec quatre universités, 4 centres de recherche qui étaient branchés en Californie. Éventuellement, quelques années plus tard, c'est devenu ça. C'est appelé ARPANET, parce que ARPA, c'est une agence de financement de la recherche du gouvernement américain. Et ils ont créé ce réseau-là, qui est donc l'ancêtre d'Internet. Ils ont créé des protocoles qui permettent à l'information de circuler, un peu comme des trains. Imaginez-vous qu'on a un train de marchandises, qu'on veut envoyer des marchandises de Vancouver à Montréal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans des wagons. Les wagons du TCP/IP, c'est des paquets qu'on appelle ça. C'est des petits blocs de données. On va découper votre gros message ou votre image ou votre vidéo en petits wagons de train qu'on va expédier, et la compagnie de train, dans ce cas-ci l'Internet, votre fournisseur d'accès Internet, va s'occuper de s'assurer que les wagons arrivent au bout, c'est-à-dire qu'ils arrivent à Montréal. Peut-être que des fois, on va séparer le train. Il y a une partie du train qui va passer par une route, et une autre partie du train qui va passer par une autre route. Mais en bout de ligne, quand on vient pour les livrer à votre entreprise, on va réassembler tous les wagons ensemble. Ça, c'est TCP/IP. Ça fonctionne avec des codes. Le code, c'est un peu comme votre numéro de téléphone. Tout le monde a un numéro de téléphone qui correspond au code où lui se situe. On a tous des numéros de téléphone uniques, et pour que ça fonctionne, ben, on est en mesure donc de donner à chaque utilisateur Internet un numéro de téléphone, l'adresse TCP/IP. Des fois, si on a une compagnie où on a un paquet d'adresses, on a un paquet de téléphones, ben, on va donner un numéro de téléphone pour la compagnie, puis on va avoir des postes à l'intérieur pour les différentes personnes qui travaillent là. On fait la même chose avec TCP/IP, parce qu'à un moment donné, on n'a plus assez de numéros de téléphone, on n'a plus assez d'adresses TCP/IP. Donc, on crée des réseaux privés, des réseaux publics. Et sur le réseau privé, on va vous donner l'équivalent d'un poste, d'une extension à l'intérieur de la compagnie. C'est comme ça qu'on arrive donc à faire transiter l'information d'une place à une autre. Un autre protocole aussi qui est utilisé, ça s'appelle le HTTP, le Hypertext Transfer Protocol. Okay? C'est un protocole de transport de nos fameux liens hypertextes et de notre contenu de nos pages. Et ça, ben, ça permet d'afficher l'information dans un langage particulier avec des balises qu'on appelle le langage HTML. Moi, quand j'ai eu mon premier site web, c'était vers 1992 quand j'ai créé mon premier site web. À ce moment-là, je devais programmer mes balises moi-même en HTML. Imaginez-vous, pour les plus anciens ici, vous avez peut-être utilisé WordPerfect et fait les reveal codes pour montrer les codes cachés dans vos documents. Bien, imaginez-vous des codes comme ça, c'est la même chose, mais pour le web. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui fait du HTML, c'est très rare, parce qu'on a en fait des logiciels maintenant. Vous dessinez votre site à l'écran, puis lui, il va s'occuper de vous le mettre dans le fameux format HTML. Le petit frère de HTTP, c'est le HTTPS. S pour sécuritaire. On utilise des fois des informations, on transige des fois des informations qu'on veut qu'elles soient cachées pendant qu'elles circulent. On les encode. On appelle ça faire de l'encryption ou du chiffrage. On encode l'information. Et donc, on se crée des lettres masquées, et les gens qui interceptent ou qui pourraient intercepter ça ne seront pas en mesure de comprendre, parce qu'un A, par exemple, va devenir un Z. Ça ressemble un petit peu à ça. On encode l'information, on mélange l'information. On utilise des clés de cryptage, donc,
pour que l'information soit indéchiffrable. Puis ça, c'est beaucoup utilisé, le HTTPS, par exemple, pour les banques. Les banques ne veulent pas, évidemment, que quelqu'un puisse lire votre NIP ou lire votre carte d'accès ou lire votre numéro de carte de crédit ou savoir le solde que vous avez dans votre compte ou vous voler de l'information pour en tirer un avantage financier. Bon, on va utiliser à ce moment-là le HTTP. Bon, un autre petit acronyme, c'est le FTP, des choses qu'on utilise de temps en temps pour faire du transfert de fichiers, le File Transfer Protocol. Un utilisateur normal va peut-être moins souvent faire ça. Aujourd'hui, on a aussi des meilleurs outils. On a des choses comme Dropbox, par exemple, qui permet d'échanger facilement, ou Google Docs, qui permet d'échanger facilement de l'information. Mais le FTP, c'est un protocole qui permet de transférer un gros fichier d'un point A vers un point B. Ça va jusque-là? Pas trop de buzzwords, là? Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein? Je peux prendre on a une période de questions à la fin, là, mais si vraiment vous ne comprenez pas, gênez-vous pas. Donc, pour utiliser le web, on utilise un certain nombre d'outils. Et évidemment, le premier outil du web, c'est le navigateur. En anglais, le browser. C'est Firefox, Safari si vous êtes sur Mac, Internet Explorer, Opera. Donc, c'est le logiciel qui permet à l'utilisateur de visualiser le contenu. Quand vous développez du contenu, il faut s'assurer qu'il va fonctionner avec les navigateurs que vos clients utilisent. Ce n'est pas parce que ça fonctionne bien sur un PC avec Internet Explorer que ça va nécessairement bien s'afficher sur un Mac avec Safari, par exemple. Il y a aussi des navigateurs pour toutes sortes d'appareils. Mon téléphone intelligent, ça donne à être un iPhone de Apple, c'est un vieux iPhone, c'est un 4S, mais il y a un navigateur, lui, dessus. Mon iPad, il y a un navigateur aussi dessus. Mon ordinateur a un navigateur. Même ma télé, elle a un navigateur. Parce qu'on a les Smart TV, les télés intelligentes. Donc, tous ces appareils-là utilisent un navigateur qui permet d'afficher l'information de façon normalisée, c'est-à-dire standardisée, si vous voulez. Évidemment, le site web, qui peut être très simple comme un site web informationnel, où vos clients vont pouvoir aller chercher de l'information. Il y a des logiciels de création. Donc, les logiciels vous permettent de créer du contenu, de créer des sites web. Il y en a qui sont extrêmement simples. On peut penser à iWeb, par exemple, qui était jusqu'à récemment disponible avec tous les Macs. Des logiciels, donc, que vous dessinez tout simplement votre page, un peu comme dans Word, vous créez un document dans Word, ou dans PowerPoint, bien, vous dessinez votre document, bien, vous faites un peu la même chose, et il y a plein de logiciels qui sont comme ça. Mais il y a des logiciels aussi qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus sophistiqués, qui sont, quand on pense à Dreamweaver, par exemple, qui est un logiciel plus sophistiqué, qui sont utilisés surtout par les gens qui sont dans la salle de l'autre côté, probablement. Un des outils du web, c'est le blog. Le blog, le site sur lequel on raconte sa vie, ou peut-être votre ado à la maison raconte sa vie sur un blog. Mais le blog aussi comme outil d'affaires, comme outil corporatif. Moi, par exemple, mon site web personnel que j'utilise, moi j'ai à peu près entre 2500 à 4000 visiteurs par mois sur mon site web personnel. Bien, vous comprenez que j'ai beaucoup d'étudiants. Mes étudiants visitent mon site. Bien, je l'ai converti en blog. Donc, en fait, j'ai un site qui ressemble à un site web statique, mais en fait, c'est un blog. L'avantage du blog, c'est que c'est très, très, très facile à gérer. Je n'ai pas besoin de savoir à programmer. Je peux gérer moi-même mon blog. Je m'occupe d'un organisme communautaire où je gère leur site web, en fait, de plusieurs organismes communautaires de façon bénévole. Je les ai tous convertis au blog. Quand ils veulent modifier leur site web, ils vont sur le blog, ils modifient la page qu'ils veulent. Ils peuvent tout faire ça eux-mêmes. Le site du musée aussi que j'utilise est aussi maintenant sous la forme d'un blog. Donc le blog, c'est vraiment un outil qui est très, très, très efficace, qui permet de faire des sites web facilement. Les CMS, les Content Management Systems, les systèmes de gestion de contenu, c'est aussi une autre façon de créer des sites web dynamiques sans nécessairement être un expert en programmation. Donc avec le blog ou avec le CMS, sans savoir programmer, vous êtes capable de gérer vous-même un site web et qui sera un site web dynamique. C'est-à-dire que le contenu que l'utilisateur va voir va varier en fonction de différents paramètres,
dont, entre autres, va varier en fonction du type de navigateur. Moi, si quelqu'un va sur mon site web avec un iPhone, il va voir une version iPhone de mon site. S'il va avec un ordinateur, il va avoir une version optimisée pour les ordinateurs. Les réseaux sociaux sont aussi un outil. On peut choisir, évidemment, d'intégrer cet outil-là à notre stratégie web. On peut utiliser Facebook, par exemple, ou LinkedIn, qui est le genre de Facebook pour les gens d'affaires. On peut utiliser les réseaux sociaux à l'intérieur de notre stratégie. Et c'est nécessairement aujourd'hui un outil important de sa stratégie web. Et finalement, le commerce électronique, soit en vous créant votre propre site ou en profitant d'un site offert par un fournisseur de services. On entend beaucoup, vous avez peut-être entendu parler du fameux Web 2.0. Le Web 2.0, c'est comme la nouvelle version. Si vous voulez, c'est une avancée au niveau du Web. C'est le Web avec l'utilisateur au centre de tout. C'est l'utilisateur, c'est-à-dire votre client ou la personne qui visite votre site, qui crée lui-même ou elle-même le contenu. L'utilisateur génère du contenu, génère de l'information, génère de l'activité. Dans le fond, fait le travail pour vous. Facebook, c'est un bon exemple de ça. Qui travaille chez Facebook? Bon, évidemment, il y a des employés, mais la valeur de Facebook vient de l'information qui est mise par les utilisateurs. Les utilisateurs mettent de l'information que d'autres utilisateurs sont intéressés de voir, viennent voir cette information-là, et en même temps, Facebook en profite pour vendre de l'espace publicitaire. Mais dans le fond, tout le contenu, il est créé par les utilisateurs. Donc, c'est un peu de ça qu'on parle. Quand on pense à YouTube, par exemple, YouTube, évidemment, il y a une petite équipe technique en arrière qui gère les serveurs, qui gère l'infrastructure, mais tout le contenu qui est mis sur YouTube, c'est un contenu qui est mis par les utilisateurs. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est le monsieur de chez Google qui a mentionné Style, le Gangnam Style. Je pense que la dernière fois que j'ai vérifié, on était rendu à 300 millions de visites, de 300 millions de personnes qui ont vu la vidéo de ce monsieur-là. Et ça génère des revenus pour lui par la publicité. Moi, par exemple, j'ai une page YouTube, j'ai à peu près 110 vidéos sur YouTube. À un certain moment, quand j'ai eu à peu près une vingtaine de vidéos, YouTube m'a envoyé une lettre en me demandant est-ce que tu serais intéressé à faire du profit sharing avec nous. Évidemment, j'ai dit oui. Donc, à chaque fois que quelqu'un va sur un de mes vidéos sur YouTube, ça l'affiche une publicité et ça me donne peut-être 3 sous, 5 sous, quelques sous pour les publicités qui sont affichées sur ma page YouTube. Bon, en 2 ans, j'ai fait 24 $, là. C'est pas énorme, avec à peu près 30 000 visionnements de mes vidéos. Mais quand même, c'est intéressant parce que moi, ça ne me coûte rien de mettre des vidéos sur YouTube. Donc, par exemple, dans le cadre de mes cours à l'université, j'ai du contenu pour mes étudiants que je ne pouvais pas mettre sur des serveurs de l'université. Nous, on utilise un système de gestion un genre de système de gestion de contenu, un CMS. Ça s'appelle Moodle, c'est quelque chose adapté pour le domaine de l'éducation. J'ai pas de façon d'héberger de vidéos là-dessus. Moi, je voulais mettre des vidéos pour mes étudiants. Les règles de l'université ne sont pas claires. Personne de l'université de Sherbrooke ici, là. Oui. Les règles ne sont pas claires sur qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Alors, j'ai quelques vidéos que je ne pouvais pas héberger sur le site de l'université, que j'ai mis directement sur YouTube. Mes étudiants peuvent y accéder, peuvent aller voir ce contenu-là additionnel. Et ça a une richesse. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, dans un site commercial où vous vendez, je ne sais pas moi, des barbecues, puis vous voulez montrer à vos clients comment assembler le barbecue, vous créez une vidéo, vous le mettez sur YouTube, vous mettez un lien de votre site web vers la vidéo sur YouTube, le fameux hyperlien, et tout ça, ça génère donc du contenu. Vos clients peuvent mettre des commentaires, « Ah, j'ai beaucoup aimé votre barbecue » ou « Merci pour votre vidéo » ou « Ça ne m'a pas été utile du tout ».
Donc finalement, le Web 2.0, c'est l'utilisateur au centre, mais le Web 2.0, c'est l'action sociale. C'est le fameux like de Apple, de Facebook. C'est les gens qui vont aller sur votre page, puis ils vont cliquer like, j'aime ça. Puis automatiquement, leurs 500, leurs 800, leurs 2000 amis vont savoir qu'ils aiment votre page. Puis peut-être qu'il y en a certains là-dedans qui vont aller la voir. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui, on va vous parler là, de stratégie web intégrée et de Web 2.0. Alors tout ça, là, ça tourne autour de cette... Imaginez Facebook, mais appliqué à tout. Donc l'intégration de toutes ces choses-là dans votre stratégie. Comment je me donne dans le temps? On est-tu pas pire? Oh oui, ça va, il reste une bonne 10 minutes. Ah, merveilleux! La clé de tout ça, si vous voulez exister dans le web, si vous voulez être présent dans le web, la clé, c'est l'optimisation. C'est l'optimisation de sa présence web, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. C'est-à-dire de s'arranger pour cibler son auditoire, penser aux messages qu'on veut communiquer sur l'Internet et d'utiliser les différentes plateformes qui sont disponibles pour s'assurer qu'on arrive sur la première page des recherches Google. Donc, si quelqu'un cherche quelqu'un à Sherbrooke qui veut s'acheter une motoneige puis qui tape « vente de motoneige », que mon site web de vendeur de motoneige soit le premier en haut. Et c'est ça le Search Engine Optimization, c'est utiliser les mots-clés, utiliser la conception, comment on conçoit notre site, qu'est-ce qu'on met comme documents qui sont disponibles, mais aussi les liens de notre site vers d'autres sites et les liens de d'autres sites vers notre site. Toutes les choses que le monsieur de Google ne vous dira pas parce que c'est des informations très secrètes. Ils ne veulent pas trop qu'on en sache de comment exactement ça fonctionne. Mais il y a un système de score. Et le score utilise la pertinence. Ça, il en a parlé de ça tout à l'heure. Comment pertinent que ça va être pour l'utilisateur. Et comment pertinent, entre autres, ça utilise les liens qui vont vers mon site et les liens de mon site vers d'autres sites. Alors moi, là, Marc-André Léger, je m'appelle. Marc-André Léger, c'est un nom qui est quand même relativement commun. Il y en a beaucoup, surtout en Acadie, des Marc-André Léger. Mais moi, j'ai une page Facebook, j'ai un fil Twitter, j'ai un fil YouTube, j'ai des vidéos sur Dailymotion, puis j'ai des étudiants, évidemment, qui viennent vers mon site. J'ai des liens qui vont vers du contenu informatif, par exemple des articles que j'ai écrits, des publications que j'ai faites, des participations à des conférences, par exemple, comme aujourd'hui. Et tout ça fait que si vous tapez mon nom dans Google, Marc-André Léger, je vais arriver soit le deuxième, le troisième ou le cinquième, ça dépend des jours, parce qu'il y a un Marc-André Léger en France qui est un musicien de jazz, mais en fait d'origine acadienne. Si vous tapez Marc-André Léger, vous voyez une image d'un quelqu'un avec la peau foncée puis des dreadlocks là, qui joue du jazz, c'est pas moi malheureusement. Mais lui puis moi, on se bat toujours pour savoir qui va être le premier. Et ça, c'est le Search Engine Optimization. Je vous disais tout à l'heure, moi sur mon site personnel, j'ai plusieurs milliers de visiteurs par mois. Ben, c'est entre autres parce que quand les gens me cherchent, ils me trouvent. Donc l'idée, c'est de créer des buzz. De toutes sortes de façons. Des fois même, on peut utiliser des choses négatives. Bon, je ne vous encourage pas à faire ça, là, mais dépendant dans quel genre de business vous êtes. Mais des fois, même des choses négatives vont amener du trafic vers votre site. Ça va jusque-là? Je veux juste conclure là, avec une petite rapide description du cloud computing. L'info nuagique. L'info nuagique, c'est quelque chose de nouveau. Ben, de nouveau. Genre depuis 2 ans à peu près. Moi, j'ai organisé le Cloud Camp à Montréal il y a 2 ans, à l'Université de Sherbrooke à Longueuil, il y a 2 ans. Puis là, ça commençait à ce moment-là à vraiment démarrer. Donc, l'informatique dans le nuage, c'est probablement quelque chose que vous allez entendre parler. D'abord, il faut savoir pourquoi le nuage. Bien, c'est simple, hein? Sur les schémas qu'on utilisait pour représenter des réseaux informatiques, nous, les informaticiens, là, avant que je sois enseignant, j'étais informaticien. Bien, le schéma, ce qu'on utilisait pour représenter l'Internet, c'était un nuage, le dessin d'un nuage.
C'est ça qui représente l'Internet. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'info nuagique, du cloud computing? Bien, on prend toute notre infrastructure que traditionnellement on aurait eu chez nous. Donc, j'ai mon serveur. Hein? On va faire travailler le caméraman un peu. J'ai mon serveur qui est dans une salle de serveur. J'ai mes bases de données qui se trouvent sur mes systèmes informatiques. J'ai des logiciels, Word, Office, PowerPoint, etc. Et tout ça, c'est branché sur un réseau local dans mon entreprise. Et tous ces équipements-là, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Je m'en occupe. J'ai une équipe d'informaticiens, donc ils vont gérer mon infrastructure. Bon, si je suis une PME, peut-être que ça va être mon beau-frère ou mon neveu ou mon fils de 14 ans, qui est probablement plus expert en informatique que moi. Et mais tout ça, ça va se trouver dans mes murs. Et quand je m'en vais en cloud computing, dans le fond, je vais déplacer tout ça et je vais tout mettre ça dans le nuage. C'est-à-dire, j'ai plus de serveur à gérer, mon serveur, il est dans le nuage. Il y a quelqu'un qui s'en occupe pour moi. Moi, je paye un tarif qui va être ajusté en fonction de la demande. Donc, je vais faire de la facturation à l'usage. Je vais utiliser 10 gigs de données. À ce mois-là, on va me facturer 10 gigs. Le mois prochain, j'ai augmenté mon utilisation. Je suis rendu à 15 gigs, ben on va me facturer 15 gigs. J'ai aussi de la capacité à monter en charge de façon automatique. Je fais une campagne de marketing, mon site web il est dans le cloud, toute mon infrastructure de commerce électronique elle est dans le cloud. Par exemple, je suis un fournisseur comme Amazon, ou Google ou Microsoft. Et je lance une grosse campagne, soudainement, je me retrouve avec 4 fois plus de clients qui viennent sur mon site. Bien, si mon site web était chez nous, ça veut dire que là, il faut que j'appelle en urgence mon fournisseur, le magasin où j'achète mes serveurs. Je dis là, ça va me prendre 2 autres serveurs. Puis là, il faut que j'appelle mon fournisseur d'Internet, Vidéotron ou c'est quoi, Cogeco ici, qui est un gros joueur. Puis je l'appelle, puis je dis là, il va falloir que tu viennes augmenter ma bande passante parce que là, j'ai beaucoup plus de trafic, puis ça n'arrive plus, j'arrive plus. Mais si 2 mois plus tard, tu n'en as plus besoin, cette capacité-là, bien là, il faudrait que tu ailles revendre tes serveurs, que tu rappelles Cogeco pour lui dire, bien, viens changer ma connexion Internet. Alors que dans le cloud, tout ça, ça se fait automatiquement. C'est résistant aux pannes, c'est résilient, parce que tout ça, c'est géré à l'extérieur. Peut-être que mes données se retrouvent en fait, en réalité, à 3-4 places en même temps, à différents sites de ce fournisseur-là. Les problèmes qu'on a avec ça, par exemple, ça je les ai mis en rouge, là, mes données, ils sont où? Je le sais. Mais je peux avoir des données aux États-Unis, mais je peux avoir des données en Inde, je peux avoir des données en Australie. On n'est pas trop sûr elles sont où, puis le fournisseur, il ne va pas me le dire. Donc, au niveau de la sécurité, bien, ça peut amener toutes sortes de problèmes, évidemment, puisque mes données peuvent être sur le même serveur que mon compétiteur, qu'il y a des gens, des administrateurs de réseau, des gens qui gèrent cette infrastructure-là. Évidemment, ils peuvent y avoir accès à mes données, il faut qu'ils gèrent les serveurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? On ne le sait pas. C'est qui ce monde-là? On ne le sait pas. Est-ce qu'on a vérifié leurs antécédents criminels? Personne ne le sait. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Il y a un problème aussi de normalisation, de standardisation de l'information. D'un fournisseur à l'autre, on n'utilise pas les mêmes normes. Si demain matin, je veux changer de fournisseur, on ne sait pas comment ça peut être fait. Donc, il y a beaucoup de problèmes associés à ça. Si vous voulez, le cloud computing versus l'informatique, disons, le modèle classique, c'est dans le fond, c'est la décision d'acheter versus louer. Alors moi, j'habite à Montréal, près du musée, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je suis propriétaire, mais j'ai déjà été locataire. Et évidemment, il y a des avantages puis des désavantages. Tu sais, je parle d'un appartement, d'un immeuble. Il y a des avantages et des désavantages à être propriétaire, puis il y a des avantages et des désavantages à être locataire. Moi, quand j'ai un duplex, quand le locataire chez nous, il a tout démoli, c'est une personne, disons, que je ne pouvais pas poursuivre, pas de revenus, elle a tout démoli, c'est moi qui ai été obligé de tout réparer. J'ai été obligé d'endurer tout ça, sauf que je suis chez nous. Si mon voisin il appelle pour se plaindre parce que je décide d'écouter la télé trop fort, ben, je peux lui dire, ben, gars, appelle le propriétaire, ben, oh, c'est moi le propriétaire, ah ben, tout bas, appelle la police si t'es pas content.
Ben, il y a des avantages d'être propriétaire, mais il y a des désavantages. Ça coûte cher être propriétaire. Il faut que j'achète mon immeuble, il faut que j'entretienne mon immeuble. Alors, c'est pareil. Mon réseau informatique, si je l'achète, il faut que je m'en occupe. Il y a un investissement initial qui est élevé. Si je veux faire des modifications à mon infrastructure, il faut que je fasse la gestion de projet, il faut que je fasse la gestion de changement, il faut que je fasse la gestion de risque aussi, il faut que je m'occupe de ma sécurité, il faut que je m'assure que mes employés sont compétents, que mes employés sont fiables, qu'il n'y a pas de possibilité qu'un hacker rentre dans mon réseau. Dans l'info nuagique, ben, je suis locataire. Moi, je suis à loyer. Si la plomberie elle pète ou si j'ai un problème au niveau des fenêtres ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? J'appelle le propriétaire. Hey, viens donc réparer la plomberie. Alors, je paye un frais mensuel pour ça. Je sais à peu près combien ça va me coûter. Alors, imaginez-vous, là, dans le cloud computing, vous êtes locataire d'un logement. Puis, dans le fond, si vous décidez que le mois prochain, vous avez besoin d'un 6,5 parce que vous recevez de la visite, puis l'autre mois d'après, vous avez besoin d'un 1,5 parce que vous allez être seul, bien, vous avez cette possibilité-là. Donc, vous êtes un locataire, mais avec énormément de flexibilité. Mais le cloud computing, dans le fond, c'est un petit peu ça. Évidemment, vous devez transférer une partie de votre risque, parce que vous transférez une partie de votre infrastructure, vous transférez une partie de votre responsabilité vers un tiers, dans ce cas-ci, l'impartiteur ou la compagnie qui va gérer ça. Et évidemment, il faut faire attention à ça, parce que ce n'est pas nécessairement la solution pour tout le monde, mais c'est une solution qui peut être extrêmement intéressante, parce que ça vous permet d'avoir accès à des ressources que peut-être que vous ne pourriez pas nécessairement vous payer vous-même. Mais ça, je pense que vous allez avoir de toute façon une conférence sur le cloud computing, peut-être plus tard en journée, là. Mais au moins de comprendre la base, là, parce que je ne voudrais pas non plus dépasser mon temps. Il reste 2 minutes. 2 minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Toute l'information que vous nous avez donnée, on peut la retrouver où? Par écrit ou bien non sur... Wikipédia. Pardon? Wikipédia. OK. Non, mais je blague. Est-ce que vous savez c'est quoi Wikipédia? C'est un genre d'encyclopédie. C'est un nul. OK, c'est à votre place. Ce que je vous ai donné comme information, c'est de l'information vraiment de base sur Internet. Je pense qu'ils vont sûrement rendre une version de ma présentation disponible parce qu'on m'en a demandé une copie. Donc, vous pouvez avoir une copie de ma présentation. Mais tout simplement, si vous allez dans le dictionnaire d'Internet, dans le Web 2.0, du contenu généré par les utilisateurs, ça s'appelle Wikipédia. W-I-K-I-P-E-D-I-A. Et il y a une version française, anglaise, catalane, espagnole, c'est la langue que vous voulez. Et toute l'information de base, vous allez la trouver là. Donc, si vous avez... On va envoyer les présentations des formateurs qui ont accepté qu'on les envoie. Là. On va vous les envoyer par courriel. Okay. Moi, j'ai 2 petites questions, si vous permettez, parce que... Oui, il n'y a pas d'autres questions. Oui, allez-y. Excusez, juste avant. Moi, si j'ai bien compris votre histoire de l'infrastructure, exemple, on a un site, on est logé sur quelqu'un, ça veut dire qu'on est en location. Oui. Sauf que si on lui demande des choses de faire, c'est que c'est sûr que c'est des éléments qu'on doit payer au fur et à mesure de la demande. C'est bien ça, j'ai compris? Oui. Si vous hébergez votre site web chez quelqu'un, vous êtes comme un locataire dans le fond, mais vous louez un espace de storage. OK. C'est ça que j'ai présentement. Mais si je décide de vouloir le changer, ça veut dire que je me retire de la personne qui me loge et je dois refonder un nouveau site web, c'est ça? Recréer un nouveau site web, probablement, si vous avez payé votre site web, normalement, il vous appartient, le contenu vous appartient, donc il devrait vous le remettre. Oui. Maintenant, si lui, lui ou elle, la personne qui l'a créé, c'est un professionnel, il l'a probablement créé avec un logiciel de création, qui fait que ça va être très difficile pour vous de le gérer vous-même. OK. Ça veut dire que si on l'amène chez nous, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de ça tout le temps aussi. Mais il y a une autre solution, je ne sais pas, je ne connais pas votre business, là, mais il y a une autre solution qui est d'utiliser un blog. Okay. Si vous utilisez un blog, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de connaître la programmation. Vous avez juste, vous tapez votre contenu, puis vous faites une petite mise en forme très de base.
et il va le gérer pour vous. Ça peut être une façon de rapatrier votre site sans être obligé de vous engager un programmeur. Parce que, évidemment, un programmeur, ça coûte cher. Donc, puis, à chaque fois que vous voulez faire une petite modification, vous rajoutez un nouveau produit ou quelque chose comme ça, vous êtes obligé d'appeler le programmeur. Ça va vous coûter cher aussi. On est mieux d'avoir un programmeur dans notre entreprise, c'est ça que ça veut dire? Oui, mais le programmeur dans votre entreprise, je ne sais pas de quoi on a les salaires à Sherbrooke aujourd'hui, mais ça va vous coûter au moins 50 000 60 000 par année minimum. Mais, à moins que je me trompe, ton site web, quand tu le fais faire, ta base de données t'appartient. Oui. Il reste à le gérer toi-même, mais même si elle décide de prendre son site web qui est hébergé ailleurs et de l'amener sur un serveur chez elle, elle peut, son information lui appartient. Oui. Il va lui rester à savoir ce qu'elle Oui, mais si elle veut le modifier, il faudrait qu'elle apprenne la programmation PHP. Ou si c'est une base de données, peut-être MySQL ou Oracle. Ou si c'est en fait en Dreamweaver, il va falloir qu'elle apprenne à utiliser Dreamweaver, il va falloir qu'elle s'achète un Mac. Donc elle n'est quand même pas nécessairement obligée de refaire son site web au complet. Non. Elle va ramener chez eux. Puis Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Mais chaque cas est unique. Donc, il faudrait voir les détails spécifiques de votre site. Mais il y a quand même des chances qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, comme par exemple de modifier les liens. Et ça peut être difficilement, dépendant en quel langage ça a été fait. Si c'est du HTML simple, ça peut être facile à faire. Mais des fois, les programmeurs vont plutôt utiliser des langages comme Java ou PHP, des langages de programmation. Et là, ça peut être plus difficile. Mais il y a des outils qu'on peut avec le web. Ben, c'est sûr qu'il y a une partie que je peux gérer tout seul du bureau, mais il y a une partie qu'on ne peut pas rien faire si on veut faire des changements. Et moi, la question pourquoi je suis ici, c'est est-ce que je reste sur des choses, parce que, comme je dis, on est nul. Quand tu es entrepreneur, c'est tes employés qui le font. À ce moment-là, où je m'en vais vers les autres, en tout cas, c'était... Mais si vous l'amenez chez vous, dites-vous qu'il faut que vous achetiez de l'infrastructure, ça va vous acheter un serveur, et des routeurs et de l'équipement. Donc, vous en avez facilement pour 10 000 à 15 000 vous êtes obligé de changer votre connexion Internet, que ce soit une connexion Internet bidirectionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez peut-être une petite route d'accès, mais là, ça va vous prendre une autoroute. Donc, ça peut facilement vous coûter quelques centaines de dollars par mois. C'est des coûts récurrents, à la longue, ça vient cher. Vous pouvez être hébergé par un endroit qui, peut-être, vous achetez juste l'hébergement. Dans le fond, vous achetez un condo. C'est vous qui vous occupez de l'intérieur. Donc, vous pouvez héberger, mais que c'est vous qui gérez votre site. Là, je ne connais pas les détails de votre histoire. Il y a quand même beaucoup d'options, vous pouvez magasiner. Il y a de très bons fournisseurs web, même québécois, iWeb. Il y en a à Sherbrooke aussi, d'ailleurs, parce que je ne les connais pas. Chez Web, bon, voilà. Et donc, ils peuvent vraiment vous offrir un service comme ça. Donc, vous gérez vous-même votre site. Vous êtes responsable de tous les logiciels, le code, la programmation, etc. Mais eux, ils le gèrent pour eux, donc c'est à eux. C'est eux qui vont s'assurer d'avoir l'infrastructure puis d'avoir l'autoroute qui rentre chez eux. Et vous allez payer un frais mensuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense Il y en avait deux. Madame? Oui, juste pour dire, il y a des plateformes qui existent aussi comme Dispo 3, où tu peux vraiment loger ton contenu. Et moi, ma question était par rapport au cloud, ça c'est géré quoi, par des satellites ou comment c'est? Est-ce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un peut dire on met la clé là-dessus puis tout ce qui était dans le cloud est perdu? Le cloud au complet, non, mais par exemple, il y a eu le cas, parce que le cloud c'est un peu comme l'impartition, l'outsourcing. Bien, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a un fournisseur d'impartition en Inde qui du jour au lendemain a fermé ses portes. Et effectivement, il y a des données qui ont été perdues. Il y a des clients de ce fournisseur-là qui ont perdu leurs données. On peut facilement s'imaginer que des compagnies comme Apple, par exemple, qui offrent le service iCloud pour héberger votre musique, bien, des fois, Apple, là, dans le passé, on sait, ils ont abandonné des lignes de produits. Moi, au musée, j'ai un Newton, le premier, l'ancêtre de tous les téléphones intelligents là, de Apple. Ils ont fait le modèle 1, le modèle 1.1, puis après ça, ils ont complètement abandonné ça. Ça donne que le Newton qu'il y a au musée, c'était mon Newton personnel. J'avais payé ça 750 $. Puis 6 mois plus tard, je ne pouvais plus m'en servir parce qu'ils ont abandonné. Il y a des compagnies comme Apple, des fois, il y a quelques années, ils ont abandonné ce qu'on appelle les PowerPC.
Ça veut dire que tous les ordinateurs qui n'utilisaient pas des processeurs Intel ne pouvaient plus fonctionner parce qu'ils ont passé à OS X, un nouveau système d'exploitation, puis ils ont dit, ben tout ce qu'il y avait avant, on ne le supporte plus. Arrangez-vous. C'est trop vieux, c'est plus notre problème. Donc, ce que vous dites, c'est que si jamais le cloud disparaissait, il y aurait quelque chose d'autre. Ben, le cloud en lui-même ne disparaîtra jamais d'un coup, parce qu'il y a plusieurs joueurs. J'avais sur mon acétate tout à l'heure, j'avais une dizaine de noms. Il y a au moins une dizaine de gros joueurs, des grands joueurs. Le Google est un fournisseur de cloud, Apple, Amazon est parce qu'Amazon, ils ont créé une infrastructure pour leur magasin en ligne. Alors, ils ont créé un service de cloud qui leur permet donc de maximiser l'utilisation de leur infrastructure. Ces compagnies-là n'ont aucune responsabilité de garantie par rapport à... Bien, vous avez un contrat, là, mais si vous lisez les tout petits caractères en bas, là, dans le fond, ils peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent. C'est comme les contrats de location d'auto. Quand on la veut, l'auto, on ne lit pas les petits détails en bas, mais si vous prenez le temps de le lire, vous allez voir que dans le fond, ils peuvent quand même pas mal faire ce qu'ils veulent. Puis, il n'y a aucune garantie que vous allez pouvoir transférer votre contenu d'un fournisseur à un autre. Là, il y a du monde qui commence à s'intéresser à ça, là, parce que depuis un an, là, il y a des gens qui ont commencé à vouloir transférer puis qui se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc, tu ne peux pas rapatrier. Si tu es parti avec un iCloud, tu ne pourras pas rapatrier ton information pour venir. Si dans le temps, tu te dotes d'un serveur chez toi. C'est là qu'il est. Comme j'ai beaucoup d'étudiants maghrébins, j'aime beaucoup l'expression Inch'Allah. Dieu seul le sait. C'est Inch'Allah, on ne sait pas. Est-ce que tu vas pouvoir rapatrier tes informations une fois que tu les as mis dans le cloud? On ne sait pas. On espère. On va espérer pour le mieux. Mais il n'y a pas de garantie. C'est sûr qu'il y a. C'est sûr que, tu sais, gars comme moi, par exemple, j'utilise Google Drive, l'espace de storage de Google. Je ne store plus aucune donnée sur mes ordinateurs. Tout est sur Google Drive ou sur Dropbox. Alors, j'ai 250 gigs de données, de fichiers, toutes sortes de documents qui sont là. Si demain matin, je voulais les rapatrier, est-ce que j'ai l'espace disque, puis la capacité, puis la bande passante pour être capable de rapatrier ça rapidement? Non. Là, au moins, ça va prendre au moins 2-3 jours le temps que j'aille peut-être brancher mon ordi à l'université. Parce qu'il y a beaucoup de bandes passantes. Que je m'achète un disque dur externe pour télécharger tout ça. Alors, si jamais Google fermait, je pense pas, là, mais si jamais ça arrivait, bien, c'est probablement que moi, je vais être le dernier à le savoir. Donc, même si c'est théoriquement possible, il n'y a pas de garantie. Donc, il faut quand même, ça veut dire que si on utilise une stratégie cloud, il faut quand même penser à nos backups. Il faut quand même penser à une stratégie en cas de situation problématique, c'est sûr. On transfère une partie de nos infrastructures, de nos actifs, mais on ne transfère pas 100% du risque qui va avec. Il faut quand même se gérer son risque. Il faut être diligent, comme on dirait à l'université. Diligence raisonnable. Quelle est la différence entre le cloud et le iCloud? iCloud, c'est une marque de commerce d'un fournisseur qui s'appelle Apple. Ça n'a rien à voir avec le cloud, finalement. Oui, le iCloud, c'est un service d'info nuagique offert par Apple. Tu n'as pas besoin de site web ou quoi que ce soit à ce moment-là pour utiliser iCloud? Non, sur iCloud, ils n'offrent pas le service de site web. Eux, tout ce qu'ils offrent, c'est... Bien, ils offrent plusieurs choses, mais ils offrent, par exemple, le partage de présentations, de contenu créé avec des logiciels Apple. Moi, j'utilise Keynote pour faire mes présentations. Mes données sont stockées sur iCloud. Et pour iTunes, la musique, c'est stocké sur iCloud maintenant. Vous pouvez avoir toute votre musique chez Apple, au lieu de l'avoir chez vous. Mais par exemple, il y a eu le cas, là, qu'est-ce qui arrive quand une personne décède? Apple, ils ont décidé que la musique, elle appartenait à Apple si elle est stockée sur iCloud, et vous êtes juste un locataire. Donc, si vous décidez, par exemple, vous avez une personne, je ne sais pas, mon père, qui a une collection qui a 5-6 gigaoctets de musique, surtout de la musique classique, par exemple, il décède. Moi, s'il y avait des disques et des CD, je vais en hériter de ces disques et ces CD. Mais là, non. Ils vont fermer son compte quand la carte de crédit va être cancellée et la musique est perdue. Je ne peux pas la transférer d'une personne à une autre, par exemple. Donc, mais iCloud, c'est une marque de commerce. C'est un service de cloud spécialisé dans certains types d'applications qui est offert par un fournisseur
qui dans ce cas-ci est le manufacturier Apple. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de questions?